bonsoir Jacques Aschenbroich, merci d'être avec nous. Donc je vais vous présenter très rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous avez 63 ans, vous êtes ingénieur des mines, vous êtes donc le PDG de Valeo, un groupe que vous avez rejoint en 2009. Auparavant, vous avez fait une grande partie de votre carrière au sein du groupe Saint-Gobain. Je crois d'ailleurs me souvenir qu'on citait régulièrement votre nom à l'époque comme successeur possible de Jean-Louis Beffa. Mais vous avez pris une autre direction, celle de l'automobile, donc avec Valeo, un groupe que vous avez transformé de fond en comble. C'est sans doute un des plus beaux exemples de transformation d'une entreprise française ces dernières années. Vous l'avez fait à grands coups d'investissement dans la recherche et développement et dans les pays émergents, notamment la Chine. Et tout cela avec succès, puisque vous êtes depuis régulièrement cité parmi les patrons les plus performants de France dans les palmarès dont nous régale la presse. J'ajoute, alors c'est peut-être un peu plus, comment dirais-je, concret, que vous revoyez chaque année quasiment vos objectifs de résultats à la hausse, ce qui prouve que le succès est là. Alors, votre ligne directrice a été de préparer votre groupe à une révolution, la révolution automobile que nous sommes en train de vivre. Elle est à la fois digitale et environnementale, vous allez en parler beaucoup plus savamment que moi. Une révolution à laquelle d'ailleurs vous donnez un nom beaucoup plus large, qui est celle de la mobilité. C'est d'ailleurs le sujet que vous souhaitez aborder ce soir, et je vous laisse donc la parole. Bonsoir. Je crois qu'il y a une transformation, je suis absolument convaincu qu'il y a une transformation extrêmement profonde du monde de l'automobile. Je l'ai dit à plusieurs reprises, quand j'ai décidé de rejoindre Valeo au début 2009, beaucoup de mes amis m'ont dit que j'étais fou, que c'était une industrie du passé et dépassée, que c'était la sidérurgie du XXIe siècle, et que je passerais ma vie à restructurer, fermer des usines, etc. Alors que j'ai eu la conviction qu'il y avait un sujet sur lequel l'industrie automobile devrait changer, c'est la perception. Au début, je pensais que c'était uniquement une question de perception, mais c'est plus profond que ça, de l'aspect environnemental de l'automobile. C'est plus profond parce que quand on regarde les pics de pollution, c'est vrai que la population dans la plupart des pays du monde est beaucoup plus attentive à ces sujets-là. On s'aperçoit que même si l'industrie automobile ne représente que 15 à 20% des différents types de pollution, mais ça représente 15 à 20%. Et c'est un objet qu'on voit, c'est un objet qu'on sent, c'est un objet qu'on aime. Et toutes les analyses montrent que l'attachement des Français, mais aussi l'attachement d'une partie importante des populations mondiales, continue d'aimer cet objet d'automobile, mais qui veulent une automobile qui soit respectueuse de l'environnement. Et cette conviction qu'il y aurait des choses à faire sur la partie environnementale, je l'avais depuis très longtemps. Mais en fait, on est en train de vivre, et deux autres révolutions sont venues un peu plus tard. On est en train de vivre cette révolution de la partie, j'ai appelé ça émission de CO2 ou environnement respectueux de l'environnement de la voiture. Mais on est aussi en train de vivre une révolution de l'assistance à la conduite. On voudrait de plus en plus avoir une voiture qui nous aide à conduire. Et le stade ultime d'une aide à la conduite, c'est une voiture autonome. Et évidemment, personne ici n'a jamais utilisé son smartphone dans sa voiture. C'est-à-dire que jamais, aucun d'entre nous n'a lu son smartphone, n'a utilisé son smartphone dans une voiture. Mais c'est une des causes principales des accidents. Et donc avoir une voiture qui soit de plus en plus autonome dans un monde où malheureusement des décisions sont faites pour rendre la voiture ici à Paris, c'est devenu infernal. On a envie de se rapproprier le temps et de pouvoir utiliser le temps qu'on passe dans une voiture à autre chose qu'à se désespérer des embouteillages. Donc il y a cette deuxième révolution qui est la voiture connectée, autonome, et elle vient, en fait elle est là. On se pose toujours la question quand est-ce qu'elle vient, mais elle est là, on en parlera tout à l'heure j'imagine. Puis il y a une troisième révolution, ce que j'appelle la mobilité digitale, qui est arrivée par Uber. C'est Uber qui la symbolise, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait aujourd'hui que par nos smartphones, on est capable de commander un taxi, on est capable de commander... Moi, quand j'étais gamin, je faisais du stop, ça mettait mes parents en colère. Alors, ma fille fait du stop, fait du blablacar, maintenant on appelle ça blablacar. Et je lui dis, mais c'est pas embêtant de faire du blablacar. Elle me dit, écoute, pas de problème, je prends jamais quelqu'un qui a plus de 50 ans. Mais c'est un des avantages, c'était quand on fait blablacar, on peut choisir son chauffeur, au moins l'âge et le sexe.
Mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Il y a énormément de services. Il y a le service où on peut louer sa propre voiture, on peut louer son parking, on peut louer le chauffeur. Et ce qui pose une question pour laquelle je n'ai pas la réponse, et personne n'a la réponse aujourd'hui. Est-ce qu'on est en train de transformer la voiture entre une voiture qu'on possède vers un service de voiture? Et je ne suis pas sûr qu'il y aura une réponse unique. Il y aura des endroits où on aura une voiture qui sera un service. Il y aura des endroits où la propriété de la voiture sera la même. Là aussi, depuis que je suis étudiant, on dit qu'il va falloir étaler les horaires des classes, les horaires des bureaux, les horaires des vacances, de manière à ce que tout le monde ne soit pas dans la rue en même temps. Ça fait un demi-siècle qu'on se pose cette question, un demi-siècle que tout le monde prend les vacances en même temps, que tout le monde commence au bureau en même temps, et donc les embouteillages, on les a en même temps. Donc la voiture comme un service, tout le monde aura le service en même temps, ce qui pose quand même un problème si on veut un service qui soit fluide. Donc il n'y aura pas une réponse unique, mais on voit que ces trois révolutions sont en train de transformer en profondeur les technologies et sont en train de transformer en profondeur le rapport de chacun d'entre nous avec l'objet voiture, sans qu'on sache vraiment vers quelle direction ça va. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il y aura une direction unique, je pense qu'on aura l'ensemble de ces différentes solutions qui coexisteront.